L'attitude de l'armée israélienne lors de la guerre de Gaza passée au crible à quelques jours de la publication d'un rapport de l'ONU. Une enquête commandée par le gouvernement israélien conclut que Tsahal n'a visé aucun civil l'été dernier. Omar el-Béchir joue les troubles faits au sommet de l'Union africaine. La Cour pénale internationale appelle l'Afrique du Sud à arrêter le président soudanais. Un tribunal sud-africain saisi par une ONG lui interdit provisoirement de quitter le pays. Et puis ces scènes apocalyptiques à Tbilissi, la capitale géorgienne. De fortes inondations ont libéré les animaux du zoo en pleine ville. Le dernier bilan fait état de 10 morts et de plusieurs disparus. Bonsoir, bienvenue dans le Grand Direct sur i24 News. C'était il y a un an. Les jeunes Naftali Frenkel et Yali Frard et Gilad Shaer étaient enlevés en Cisjordanie, portés et disparus pendant une longue quinzaine de jours. Ils ont été recherchés par une unité de pistage. Léa Berdugo a retracé pour nous le chemin qu'ils ont emprunté et rencontré l'un de ces pisteurs. Reportage. C'est là que tout a commencé. Le 12 juin 2014, 3 adolescents israéliens ont été enlevés à cette intersection alors qu'ils tentaient de faire de l'autostop. S'en est suivi une quête de 18 jours menée par une unité de pisteurs. Le sergent-major M est l'un d'entre eux. Il a souhaité garder l'anonymat et raconte le début de la traque. Les garçons sont entrés dans le véhicule, ils pensaient qu'ils les emmèneraient à Beth Shemesh, mais ils ont peu à peu compris qu'ils étaient montés dans le mauvais véhicule. Ensuite, les terroristes ont tenté de semer leurs poursuivants, se dirigeant vers le centre d'Israël. Le chemin de la voiture a ensuite été retracé. Cette route a été empruntée par les Palestiniens ayant enlevé les adolescents. Le véhicule des terroristes est arrivé ici depuis le croisement d'Alon Shvut. D'après la police et des témoins, il a fait demi-tour en direction d'Hébron. Ce soldat est un bédouin, comme la majorité des pisteurs de son unité. L'unité de pistage est composée essentiellement de bédouins qui servent bénévolement. Nous opérons par reconnaissance visuelle. Nous recherchons par exemple des traces, des empreintes que nous pouvons suivre sur de longues distances. Dernière étape de la route sans retour, le trajet direction Khalkhoul. D'ici, ils ont emporté les corps puis les ont dissimulés derrière l'une de ces maisons. Ils ont été enterrés de manière très cruelle, empilés les uns sur les autres. On a fini par les retrouver sur un terrain qui, comme il s'était avéré plus tard, appartenait à l'un des ravisseurs. C'est dans le village de Khalkhoul, situé derrière moi, que les 3 adolescents israéliens enlevés ont été enterrés. Le village de Khalkhoul est connu pour ses accointances avec le Hamas. La région reste tendue et les incidents ont été nombreux ces derniers mois. Et dans ce contexte, en Cisjordanie, mort ce matin d'un Palestinien au cours d'affrontements avec Tsahal Abdallah Ghanayem, c'est son nom, il était âgé de 21 ans. Il a été percuté par une Jeep de l'armée israélienne alors qu'il s'apprêtait à jeter un engin incendiaire. Tsahal a ouvert une enquête. L'homme avait été récemment libéré d'une prison israélienne. Dans l'actualité également ce soir, ces milliers de Syriens bloqués aujourd'hui à la frontière turque après avoir fui les combats entre les djihadistes et les forces kurdes. Elles s'apprêtent à lancer l'assaut pour leur reprendre la ville stratégique de Tal Abyad. Dans le même temps, au sud du pays, Israël demande aux États-Unis d'accroître leur aide aux Druzes, actuellement attaqués par les rebelles sunnites. On voit ça avec Maxime Pérez. Décryptage à suivre. La progression des djihadistes pourrait contraindre Israël à une intervention prématurée en Syrie. En cause, la situation des Druzes, une communauté d'un peu plus d'1,5 million d'habitants. Elle se trouve menacée au nord par l'organisation de l'État islamique, au sud et à l'ouest du pays, par le groupe Jabhat al-Nusra. Mercredi dernier, des membres de ce groupe proche d'Al-Qaïda ont assassiné une vingtaine de Druzes dans la province d'Idlib, qu'ils contrôlent quasi intégralement depuis le mois dernier.
Une nouvelle qui a provoqué choc et colère au sein des Druzes d'Israël, frustrés de ne pouvoir porter assistance à leurs frères de Syrie. Aujourd'hui, leur leader demande au gouvernement Netanyahou d'intervenir militairement en Syrie et de bombarder les positions de Daesh et du front Al-Nosra. Un scénario que semblent écarter les responsables israéliens, sauf si les combattants djihadistes venaient à s'emparer de villages druzes syriens et à y perpétrer des massacres. Les États-Unis ont été alertés et pourraient rediriger leurs frappes autour des zones druzes. Nous avons approché plusieurs pays comme les États-Unis, son ambassadeur, les Nations Unies également, ainsi que d'autres chancelleries en Europe afin qu'ils aident les Druzes de Syrie. En attendant, l'option que privilégie Israël, c'est la création d'une zone tampon à sa frontière avec la Syrie, le long du plateau du Golan. Un secteur où pourraient affluer des réfugiés druzes, à défaut d'être accueillis en Israël. Sur ce point, l'État hébreu reste intransigeant, mais se dit prêt à fournir toute l'assistance humanitaire nécessaire. Des tractations intensives auraient lieu en ce moment même avec des représentants de la Croix-Rouge. Ailleurs en Syrie, c'est la progression de forces kurdes vers la frontière turque et la province de Raqqa qui pourrait lancer un nouveau chapitre de la guerre civile en Syrie. Leur cible ne serait pas la capitale autoproclamée de Daesh, mais la ville de Tal Abyad, désertée par la population kurde. 150 djihadistes y seraient encore retranchés, dans l'attente de renforts. Torah Even Sapir, bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, un petit rappel, qu'est-ce qui caractérise ces communautés druzes au sein de la mosaïque moyen-orientale ? Les Druzes constituent une communauté, ou plutôt des communautés religieuses assez fermées, un petit peu mystérieuses d'ailleurs. On connaît très peu de choses sur le culte druze et sur la philosophie religieuse de cette communauté, ou plutôt de ces communautés. Ils vivent essentiellement dans les régions montagneuses du Proche-Orient, au Liban, en Syrie, en Israël, où ils sont un peu moins nombreux, 20 000 environ en Jordanie. Donc en tout, ils représentent environ 2,5 millions de personnes dispersés donc dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Et ce qui les caractérise, c'est que traditionnellement, ils se veulent fidèles au régime en place, quel que soit le pays dans lequel ils habitent et quelle que soit la nature du régime, ce qui explique qu'en Israël, ils sont plutôt pro-sionistes et que leurs fils servent dans les rangs de l'armée israélienne et qu'en Syrie, par exemple, ils sont des fidèles, encore aujourd'hui, du régime de Bachar el-Assad. Et ces différentes communautés sont solidaires, on l'a vu dans ce reportage. Les Druzes israéliens se sont adressés aux autorités israéliennes pour qu'elles viennent en aide aux Druzes syriens. Quelle est la marge de manœuvre d'Israël aujourd'hui ? Écoutez, intervenir directement en Syrie, dans le conflit syrien pour Israël, bien évidemment, il n'en est absolument pas question. Israël, depuis le début du conflit syrien, a toujours mis un point d'honneur à ne pas prendre fait et cause, ni pour les uns, ni pour les autres, et pour des raisons qui tombent sous le sens. Maintenant, comme on l'a vu dans le reportage, la création d'une zone tampon pourrait être envisagée, mais c'est peu probable dans l'état actuel des choses. Et ce que font les Israéliens aujourd'hui, c'est de refiler le bébé aux Américains en demandant au général Dempsey, le chef d'état-major de l'armée américaine, d'intervenir, en tout cas d'aider les populations druzes de cette région qu'on appelle le Djebel druze, la montagne druze, dans le sud de la Syrie, région où vivent la grande majorité des Druzes syriens, de fournir ces populations en assistance militaire ou humanitaire, parce que cette région du Djebel druze, elle est prise en tenaille par les djihadistes du front Al-Nosra à l'ouest et à l'est par les djihadistes du Daesh, de l'État islamique. Pour l'instant, les attaques ont été contrées par les forces druzes. Il y a eu des cas de massacres, mais dans une autre région syrienne, dans le nord du pays, contre des Druzes dans la localité d'Idlib, commis par des djihadistes du front Al-Nosra. Pour l'instant, la situation n'est pas si préoccupante que cela, même si en Israël, les Druzes israéliens craignent qu'un véritable massacre ne soit commis contre leurs coreligionnaires de Syrie. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Et vous l'avez dit, Israël refile le bébé à Washington, mais en faisant cela, finalement, demandant l'aide de Washington pour intercéder, pour venir en aide à ces Druzes syriens. Est-ce qu'Israël n'est pas en train de montrer qu'elle penche en faveur du régime ? On rappelle que ces Druzes syriens sont du côté du régime. Alors c'est toute l'ambiguïté de la situation, effectivement, Daniel, parce que, bien évidemment,
les Israéliens ne veulent pas voir arriver les djihadistes, quelle que soit leur orientation, au pouvoir en Syrie. Ça, c'est une chose. Maintenant, le régime de Bachar el-Assad est un allié fidèle de l'autre grand ennemi d'Israël dans la région, à savoir l'Iran. Et les Druzes, en étant des fidèles du régime de Bachar el-Assad, sont des alliés objectifs de l'axe Iran-Hezbollah, les Druzes de Syrie, en tout cas. Donc la situation est très complexe. D'un point de vue humanitaire, les Israéliens peuvent faire finalement assez peu, les Américains beaucoup plus. D'un point de vue militaire, encore une fois pour Israël, aucune intervention n'est envisageable, ni même envisagée. Merci beaucoup, Dror Ben-Sapir, pour ce décryptage. Et quand la réalité dépasse parfois la fiction, selon des informations du Sunday Times, Londres aurait été contraint d'évacuer ses espions de plusieurs pays hostiles. La raison, la Russie et la Chine auraient eu accès à des documents top secrets emportés par Edward Snowden. Les détails, c'est avec Elsa Mourg. On pourrait presque se croire dans un film d'espionnage hollywoodien ou dans un bon James Bond, mais c'est pourtant la réalité. Le service de sécurité de la Grande-Bretagne, chargé de défendre les intérêts britanniques à l'étranger, a été contraint d'évacuer immédiatement ses agents des pays considérés comme hostiles en raison d'une fuite d'informations. Le Sunday Times a récolté des témoignages anonymes de fonctionnaires du bureau du Premier ministre britannique David Cameron. Ils affirment qu'en ayant eu accès aux documents ultra secrets emportés par l'ancien consultant américain Edward Snowden, les agences d'espionnage russes et chinoises étaient en mesure d'identifier les espions britanniques et américains qui opéraient sur leur territoire. Contacté par une agence de presse, le porte-parole du bureau de David Cameron a refusé de commenter l'évacuation express des espions britanniques. Cette évacuation intervient une semaine après les déclarations du président américain Barack Obama sur la cybersécurité. Il a promis de renforcer les défenses cybernétiques, notamment pour contrer le piratage chinois. Mais son administration reste très prudente, conscient du danger potentiel d'une cyberguerre entre les deux plus grandes économies du monde. Les États-Unis réclament toujours l'extradition de l'informaticien Edward Snowden pour le poursuivre en justice. L'ancien agent de la CIA a fui l'Amérique en 2013 après ces révélations et s'est depuis exilé à Moscou. Et on en vient dans ce contexte à cette démonstration de force face à la Russie. L'OTAN est en train de mener des manœuvres militaires en mer Baltique. 6000 soldats sont mobilisés. Dans le même temps, on apprend que Washington serait en passe d'entreposer des armes lourdes dans plusieurs pays baltes et d'Europe de l'Est. Objectif, c'est de faire face à une éventuelle agression russe. Joseph Emmanuel nous en dit plus. Des chars de combat, des véhicules d'infanterie et plusieurs types d'armes lourdes, du matériel de guerre américain parqué en Europe de l'Est. C'est la première fois depuis la guerre froide que Washington pense à stocker du matériel militaire dans des pays faisant autrefois partie de la sphère d'influence soviétique. L'intention est précise, rassurer les pays baltes et d'autres pays d'Europe de l'Est, inquiets depuis l'annexion de la Crimée et les combats dans l'Est ukrainien. La proposition doit encore recevoir l'aval de la Maison-Blanche. Cette dernière écoute les inquiétudes de certains alliés de l'OTAN à propos de la future réaction de la Russie. En attendant, l'OTAN manœuvre en mer Baltique. 14 membres de l'Alliance et 3 partenaires sont venus pour une relation spéciale avec des forces importantes en mer pour effectuer un éventail complet des opérations de défense aérienne, de lutte contre les mines, des opérations de lutte anti-sous-marine mais également de débarquement amphibie. Je pense que ça montre un message très fort de notre volonté. Une volonté avant tout américaine. L'exercice est généralement mené par les États-Unis, mais cette année, c'est l'OTAN qui l'exécute. Belgique, Canada, Danemark, Estonie, Finlande, France et de nombreux autres pays prennent part aux opérations. Objectif : montrer aux Russes la détermination des forces alliées à défendre la région. En l'état actuel des plans américains, de l'équipement pour quelques 150 hommes serait stocké dans 3 pays baltes. Pour la suite, le Pentagone devrait obtenir le feu vert avant la réunion des ministres de la Défense de l'OTAN qui prend place dans quelques jours à Bruxelles. Et c'est l'autre grand titre de l'actualité ce soir. La capitale géorgienne, Tbilissi, fait face à des inondations catastrophiques. Le bilan humain est lourd. On parle d'au moins 12 morts et de plusieurs disparus. Et puis, conséquence très dangereuse de ces inondations, le zoo de la ville a lui aussi été envahi par l'eau. De nombreux animaux sauvages ont pu s'enfuir. Parmi eux, des loups, des tigres, des ours et même un hippopotame. Le récit de Joseph Emmanuel. Un ours accroché à une fenêtre. Un hippopotame hébété
Des tigres, des lions ou encore des loups seraient également en liberté. Une trentaine d'animaux sauvages du zoo de Tbilissi errent depuis dimanche dans les rues de la capitale géorgienne. À la suite de violentes inondations, les cages du parc zoologique de la ville ont libéré les bêtes. Les équipes vétérinaires les recherchent pour les tuer parfois ou les neutraliser par des tirs de seringues hypodermiques. En pleine rue, des rues totalement recouvertes de boue. Les pluies diluviennes ont sorti la rivière de son lit. Un torrent de boue meurtrier a fait plusieurs victimes. De nombreux bâtiments sont endommagés. Des dizaines de familles ont évacué leurs maisons et des milliers de personnes sont privées d'électricité et d'eau potable. Maintenant, tous les moyens techniques sont mobilisés pour retirer la boue de cette région. Nous avons déjà réussi à évacuer les blessés. Parmi eux, il y a des enfants qui ont été sauvés. Nous avons déjà effectué un inventaire. Les familles touchées recevront une totale assistance. Un hébergement temporaire est déjà prêt. Dans cette capitale de plus d'1 million de personnes, les habitants sont invités par les autorités à rester chez eux jusqu'à ce que tous les animaux soient capturés. Le gouvernement évalue les dégâts à plusieurs millions de dollars. Le président a présenté ses condoléances aux familles des victimes après s'être rendu dans les zones dévastées par la montée des eaux. Et pour tenter de comprendre la portée de ces scènes étonnantes à Tbilissi, nous sommes en ligne avec Alain Bougrain-Dubourg, journaliste, président de la LPO et membre du Conseil économique, social et environnemental. Bonsoir. Bonsoir. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement pour ces animaux qui sont habitués à vivre dans la captivité, qui se retrouvent tout à coup en liberté ? Vous venez de le dire, ils sont hébétés, en fait, ils sont apeurés, déboussolés, ils n'ont plus leur repère, leur territoire, et par conséquent, il y a un grand stress dû à la lutte contre l'eau, bien sûr, évidemment, mais aussi au besoin de faire face à l'inconnu. L'inconnu, ça c'est important, parce que ça représente le danger. Alors certains vont errer en fonction des espèces, en fonction du fait qu'ils sont plus ou moins apprivoisés. En fait, je ne peux pas m'étendre là-dessus, et d'autres chercheront un refuge. Alors justement, comment est-ce qu'ils vont évoluer dans ce milieu inconnu, vous l'avez dit, et qui est le plus en danger aujourd'hui? Est-ce que ce sont ces animaux sauvages ou bien l'homme? Écoutez, je viens de le dire, tout dépend des espèces, mais la première réaction consiste non pas à chercher des proies, donc à agresser, mais plutôt à trouver un refuge, à s'isoler, à éviter l'inondation et l'inconnu, comme je viens de le dire, et à se sentir protégé. En principe, sauf une situation particulière où l'animal se sentirait acculé, donc agressé, et où il pourrait réagir violemment, l'animal se sent en danger. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est combien de temps il peut survivre dans une cachette, dans un endroit où il pourrait s'isoler. Alors justement, comment est-ce que les autorités peuvent gérer cette situation? On a vu que certains animaux ont été tués. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été endormis? Moi, je plaide pour la capture et l'anesthésie plutôt que pour le tir à vue, mais connaissant les conditions, ne connaissant pas exactement les conditions de la situation, il est difficile de se prononcer. J'ai pu voir quand même que l'hippopotame avait été anesthésié. Cela dit, on voit bien que la solution de facilité, l'abattage est souvent plus spontanément engagé au nom du risque zéro. Je voudrais vous dire que j'ai eu l'association des parcs zoologiques français en ligne il y a quelques minutes. Les contacts sont très difficiles avec les responsables du parc zoologique et la France s'engage en tout cas à recueillir des animaux parce que le parc zoologique, on ne peut plus rien en faire aujourd'hui. Donc il faut rapatrier des animaux dans des lieux où ils pourraient être accueillis décemment. Les parcs zoologiques russes devraient également se manifester, je pense. Merci beaucoup Alain Bougrain-Dubourg pour cette réaction et cette analyse. Dans le reste de l'actualité, Hillary Clinton passe à la vitesse supérieure dans sa course à l'investiture démocrate pour les élections présidentielles. Elle a tenu ce week-end son premier grand meeting à New York pour exposer son programme politique. L'objectif affiché, servir l'Américain moyen. On va se rendre sur place dans un instant. C'est juste après ce rappel des faits. Ses premiers pas de candidate à l'investiture démocrate, Hillary Clinton les effectue dans l'Iowa, précisément à Monticello, une petite ville de 4000 habitants. Objectif, la présidentielle 2016
Et ça n'est pas un hasard si l'ex-secrétaire d'État a choisi de commencer ici. Elle y avait subi une cinglante défaite il y a 7 ans face à un jeune sénateur inconnu de la plupart des Américains, Barack Obama. Une série de rencontres en petit comité avec des Américains ordinaires, le versant populaire d'une campagne qui, dès à présent, critique les hauts salaires. L'Iowa, c'est l'exemple même de petit État primordial dans une élection présidentielle américaine. À peine 3 millions d'habitants et pourtant le lieu des premiers affrontements pour tout candidat à la Maison-Blanche. Le résultat ne sera pas décisif en termes arithmétiques, mais donne souvent le ton pour la suite. Ce samedi, c'est à New York qu'Hillary puise dans son histoire personnelle. Elle défend la vision de son Amérique. Et vous savez quoi ? L'Amérique ne peut pas réussir si vous ne réussissez pas. C'est pour ça que je me présente à la présidence des États-Unis. Les bénéfices ne peuvent pas revenir seulement aux PDG et aux gestionnaires de fonds. Une attaque frontale du monde de la finance face au gratte-ciel new-yorkais. Le discours était très attendu, car depuis avril, la candidate enchaîne les rencontres de petit format et les réceptions privées pour lever des fonds. Elle aura comme adversaire des primaires Bernie Sanders, un sénateur qui critique régulièrement le silence de l'ex-première dame sur des sujets chers à la gauche, comme le futur accord de libre-échange avec la région Asie-Pacifique. Son étape dans l'Iowa est considérée comme cruciale. Des propositions concrètes sont attendues sur les volets économiques, politiques et sociaux, mais son problème d'image persiste. Un récent sondage montre que près de 60% des Américains remettent en question son honnêteté, une gageure pourtant fondamentale au pays de l'oncle Sam, où la morale est depuis toujours élevée au rang de valeur absolue. Et on prend tout de suite la direction de New York où l'on rejoint notre correspondant David Benaïm. David Benaïm, bonsoir. Alors on l'a vu pour ses premiers pas en tant que candidate, Hillary Clinton a joué à fond la carte du social. Oui, c'est une Hillary prête au combat qu'on a retrouvé hier à New York, le combat pour la classe moyenne américaine. Hillary est une championne de la communication, tout était hyper calibré, même le soleil était au rendez-vous sur Roosevelt Island aux abords de Manhattan. On pouvait entendre en boucle le succès de Sarah Bareilles, I want to be brave, je te veux courageuse, pendant sa marche vers le podium entourée de plus de 5000 supporters équipés de drapeaux, t-shirts, casquettes, bannières à l'image de la campagne d'Hillary. Et son discours était rempli de promesses qui touchent le cœur des électeurs. De nombreux droits communs, il n'existait encore aux États-Unis, comme l'accès à l'école primaire pour tous, les congés parentaux après une naissance, les congés maladie, et puis des sujets plus universels dans leurs demandes, comme l'égalité des droits pour la communauté LGBT, la fin de la discrimination salariale entre hommes et femmes et l'augmentation du salaire minimum. C'est donc une Hillary combattante, faisant de nombreuses promesses qu'on a retrouvées, mais ce n'est pas une Hillary qui transcende les foules. On est loin de l'engouement des 2 dernières campagnes électorales et de la ferveur qui a entouré Barack Obama. Alors une Hillary Clinton qui ne transcende pas les foules, justement, qu'est-ce qui se joue pour elle aujourd'hui ? Du côté de la primaire démocrate, il n'y a pas vraiment de souci à se faire. Les choses sérieuses vont commencer lorsque son adversaire républicain va être désigné finalement. D'abord, elle sait que rien n'est joué, même dans la primaire. Lors de sa première tentative en 2008, elle était déjà la grande favorite pour obtenir la nomination démocrate. Et donc, un certain Barack Obama, qui n'était qu'à 4% dans les sondages avant les primaires, a fait surface et on connaît la suite. Son plus grand handicap, c'est elle-même. Elle n'a pas une image très personnelle, le public l'aperçoit comme froide et calculatrice, et la presse n'est pas tendre avec elle, mais c'est une vraie campagne de terrain que son équipe a mise en place. Elle est déjà de retour dans l'Iowa, parcourant l'État dans son minivan à la rencontre des futurs électeurs, et toujours avec la même stratégie entreprise depuis 2 mois. Elle mise tout sur les rencontres en petits comités, évitant les grandes interviews télé, et plutôt que de se protéger derrière son bilan en tant que sénateur et secrétaire d'État, elle tente d'établir un nouveau profil, celui de femme d'État, de grand-mère assumée et de protectrice de l'Amérique ordinaire. Elle se démarque déjà pour la bataille à venir, celle contre le camp républicain, et un autre candidat qui veut se faire un prénom, Jeb Bush, qui devrait se déclarer demain. Et donc le duel Clinton-Bush se décide encore déjà à l'horizon 2016. Merci beaucoup David Benaïm en direct de New York pour i24 News. On va tout de suite se rendre au Guatemala où depuis des semaines, des milliers d'habitants manifestent pour demander la démission du président. Il est soupçonné d'être impliqué dans un vaste scandale de fraude et de corruption. Une commission parlementaire à la demande de la Cour suprême va devoir se prononcer sur la levée ou non de l'immunité du président. On voit ça avec Elsa Mourgue.
Bien décidés à se faire entendre, des dizaines de milliers de Guatémaltèques ont pris les rues de la capitale. Cela fait des semaines qu'ils réclament la démission du président Otto Pérez, qui pourrait être impliqué dans un vaste scandale de fraude et de corruption, dans un contrat de près de 14 milliards d'euros. Otto Pérez Molina incarne l'une des périodes les plus sombres qu'ait vécu le Guatemala. Et aujourd'hui, les gens lui demandent d'avoir la dignité de démissionner. Une commission parlementaire formée vendredi est en train de discuter de la possible levée de son immunité. Le scandale a éclaté en avril lors de la mise au jour d'un réseau de corruption et de fraude aux taxes douanières qui a entraîné les démissions de la vice-présidente du pays ainsi que du président de la Banque centrale et celui de la Sécurité sociale du Guatemala. Les tensions se cristallisent à présent autour de la personne du président qui nie toutes les accusations. Otto Pérez est la personnification même de tous les maux du système politique du Guatemala. De la corruption, du népotisme, des trafics d'influence, de la faiblesse des politiciens. Alors bien sûr, la démission d'Otto Pérez serait un moment rédempteur pour la société guatémaltèque. Le président Otto Pérez a répété à plusieurs reprises qu'il ne quitterait pas le pouvoir avant la fin de son mandat en janvier 2016. Allez, on ouvre une page de sport, football, l'entrée en lice des gros bras, la Copa América la nuit dernière. L'Argentine avait très bien commencé face au Paraguay, menant 2-0 à la mi-temps, avec un premier but d'Agüero et un penalty de Messi. Voilà pour le pénalty de Messi et puis changement de décor. Et en deuxième mi-temps, le Paraguay va réussir à égaliser en toute fin de match. Score final de partout. Voilà le but de l'égalisation. 2 buts partout entre l'Argentine et le Paraguay. Voilà pour ces images football. Ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants. C'est la suite du Grand Direct et c'est sur i24 News. A tout de suite. L'attitude de l'armée israélienne lors de la guerre de Gaza passée au crible. À quelques jours de la publication d'un rapport de l'ONU, une enquête commandée par le gouvernement israélien conclut que Tsahal n'a visé aucun civil l'été dernier. Omar el-Béchir joue les troubles faits au sommet de l'Union africaine. La Cour pénale internationale appelle l'Afrique du Sud à arrêter le président soudanais. Un tribunal sud-africain saisi par une ONG lui interdit provisoirement de quitter le pays. Et puis ces scènes apocalyptiques à Tbilissi, la capitale géorgienne. De fortes inondations ont libéré les animaux du zoo en pleine ville. Le dernier bilan fait état de 12 morts et de plusieurs disparus. Merci de nous rejoindre sur i24 News pour la suite du Grand Direct. On va tout d'abord parler de ces images qui ont fait le tour de la toile aujourd'hui. La vidéo tournée lors d'une manifestation vendredi près de Ramallah montre un Palestinien en venir aux mains avec 2 soldats israéliens avant de se retrouver entouré et maîtrisé par 7 militaires, dont un lui assène, vous allez le voir, un coup de crosse sur la tête. Après enquête de Tsahal, les soldats ont été reconnus coupables de comportement inapproprié et condamnés à des peines de confinement. L'incident, en tout cas, a relancé le débat sur l'usage disproportionné de la force. On va en parler dans un instant avec nos invités. Mais d'abord, le rappel des faits, c'est avec Maxime Pérez. L'armée israélienne a ouvert une enquête après la diffusion de cette vidéo montrant 7 soldats de l'unité Kfir frapper un Palestinien. La scène se déroule dans le camp de réfugiés de Jalazoun, tout près de la ville de Ramallah en Cisjordanie.
Les images montrent un Palestinien en venir aux mains avec 2 militaires de Tsahal. En apparence, une banale altercation. Mais le ton monte. Des coups partent rapidement de part et d'autre. Le Palestinien se retrouve entouré par d'autres soldats qui tentent de le maîtriser. De nouveaux coups partent. L'un des militaires lui assène alors un coup de crosse sur la tête. À terre, l'homme est molesté. Le Palestinien est finalement appréhendé par les soldats. Selon l'armée, cet incident s'est produit en marge d'une manifestation violente de plusieurs dizaines de Palestiniens qui ont jeté des pierres vers des soldats, blessant légèrement un officier. Ces images ont fait le tour du monde grâce aux réseaux sociaux. Et qu'importe que les soldats s'apprêtent à faire l'objet de mesures disciplinaires, la polémique ne désenfle pas. Et on va en parler de cette polémique avec nos invités. J'accueille Olivier Rafovitch. Bonsoir. Bonsoir. Colonel de réserve de l'armée israélienne et professeur Rafi Waldel. Merci d'être avec nous. Vous êtes président des Médecins pour les droits de l'homme et ancien lieutenant-colonel de l'armée israélienne. Olivier Rafovitch, qu'est-ce que vous répondez ce soir à cette polémique suscitée par ces images? Écoutez, il y a un conflit. Il y a un conflit depuis des années entre Israéliens et Palestiniens. Lorsqu'il y a un conflit, il se passe des choses. Dans le camp de Jalazoun, auparavant, avant que ces images aient été filmées, ce Palestinien qui est assez connu dans la région pour provoquer les Israéliens dans ce conflit-là de friction entre Tsahal et les Palestiniens avec la presse autour, a essayé donc de provoquer un incident. Il a même essayé de prendre une arme d'un des soldats. La réaction des Israéliens est une réaction qui n'est pas bonne, parce qu'effectivement, il fallait trouver la manière plus adéquate pour l'arrêter, l'appréhender, sans qu'il y ait un usage trop de force et surtout qu'il n'y ait pas de vulgarité, enfin de termes utilisés comme c'est le cas. Mais, encore une fois, nous sommes dans une situation extrêmement compliquée. S'il avait pris l'arme et qu'il avait tué un Israélien, alors on aurait dit qu'il y avait eu un Israélien qui aurait été tué, et puis un Palestinien qui aurait été blessé ou tué, appréhendé, et puis ça aurait été un autre incident. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation d'incident qui continue à être plus ou moins violent. Du côté israélien, il y a une volonté, il faut le savoir, qu'on soit de droite, de gauche, du centre, d'essayer de gérer ce genre de situation qui est très compliqué, parce que les Palestiniens, dans ce genre de situation, veulent provoquer l'incident, veulent provoquer véritablement l'événement politique. La présence de caméras, notamment, elle est problématique, cette présence de caméras. Est-ce que vous êtes d'accord? Elle contribue à créer l'événement et des provocations sur le terrain? Oui, certainement. Écoutez, je suis horrifié par cette scène, mais je ne suis pas surpris. Et permettez-moi une petite dissertation un peu philosophique sur ce sujet, qui je crois est assez pertinente. Je suis directeur adjoint du plus grand hôpital d'Israël. Entre autres, je suis responsable de ce qu'on appelle risk management. Je ne sais pas quel est le terme approprié en français. Gestion de crise, c'est ça. Nous avons appris que quand il y a une erreur qui est commise à l'hôpital, la méthode appropriée, ce n'est pas de crucifier le coupable sur la place publique, mais de vérifier quelles sont les causes de base. Pourquoi est-ce que cet incident est arrivé? Et cette vidéo, elle ne le montre pas en tout cas. Non, elle ne le montre pas, mais c'est toute la situation qui le crée. Vous savez, je crois que quand l'historien de l'avenir considérera notre ère, il croira qu'il y a eu probablement deux espèces biologiques différentes. Il l'appellera peut-être Homo sapiens pacificus et Homo sapiens bellicosus, en nom de guerre. Ça a l'air en effet d'être deux espèces biologiques tout à fait différentes. Parce qu'il est parfois difficilement compréhensible comment se fait-il que des personnes qui viennent de cultures civilisées, même raffinées, sont capables d'actes de brutalité et de cruauté. Mais on a vu ça partout. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, ce sont la situation qui a été créée. C'est comme les Américains au Vietnam, ou les Hollandais en Indonésie, ou les Japonais en Corée, et les Français en Algérie, etc. Donc la situation est fautive. En fait, je crois que la nature humaine n'a pas beaucoup changé depuis l'âge de pierre. Nous sommes couverts d'une petite couche de vernis. Vous êtes en train de dire que c'est de la brutalité gratuite. Il y a quand même une complexité de la situation. Ces soldats, ils font face à des affrontements. Ils sont la cible d'attaques, notamment de jets de pierre, etc. Vous savez, je voudrais quand même vous dire quelque chose. Encore une fois, c'est pas la première fois qu'on montre des vidéos d'un coup, ou des films. Je me souviens déjà dans la première intifada, la seconde intifada, où des films ont été publiés après et ensuite ça a fait le buzz de l'époque sur la toile, à l'époque dans les télévisions, etc. Il y a quand même un focus mondial sur ce qui se passe dans ce tout petit bout de terrain entre Palestiniens et Israéliens, ce conflit. Il y a un conflit, encore une fois, qui est un conflit, je dirais, existentiel pour nous, et pour eux, il est aussi un conflit important.
Maintenant, nous faisons le maximum en Israël, avec les complications, avec les difficultés, avec les sensibilités, pour que nos soldats... Attendez. Est-ce qu'il y a un code de conduite qui est bien défini dans ce genre d'affrontement? Bien sûr qu'il y a un code. Mais le code est de tout faire pour éviter qu'il y ait utilisation de la force à outrance. Maintenant, on a affaire à des jeunes qui sont mes fils, qui sont ses fils ou ses petits-fils ou mes petits-fils, qui ont 18 ans, 19 ans, qui ont une certaine formation, qui sont tout à coup face à un homme qui veut prendre une arme. On a eu des cas, vous savez, où il y a eu des gens qui ont pris une arme et qui ont tiré. On a eu des cas où des Palestiniens ont pris une voiture et ont tué des gens. Il a fallu l'arrêter avant. À quel moment il faut prendre la force entre ses mains pour arrêter la violence qui va avoir lieu? Dans la lutte contre le terrorisme, et ce type de terrorisme-là est un terrorisme qui rentre dans le conflit beaucoup plus large, il est question de savoir à quel moment il faut utiliser la force pour éviter qu'il y ait plus de violence. Vous avez déjà été personnellement confronté à ce genre de dilemme sur le terrain? Bien sûr. Et c'est un conflit qui est très compliqué à expliquer et très compliqué également à transmettre à des gens qui ne connaissent pas cette situation de conflit. C'est par exemple une situation où il y a du côté de celui qui est vu ou perçu comme victime la volonté de provoquer l'incident. Parce qu'il sait que vous, en tant que personne qui veut éviter l'accès de violence, vous allez être assez facilement, par la force des choses, provoqué et poussé par la volonté d'arrêter l'incident. Les caméras sont là pour multiplier la force de l'événement. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard qu'à chaque fois qu'il y a un événement, il y a tout d'un coup 10 caméras de télévision du monde entier qui vont montrer tout cela. Mais si vous me permettez juste un tout petit mot. On crucifie des chrétiens à mort en Irak et en Syrie. On brûle des pilotes jordaniens en Syrie. On brûle des chrétiens... On va pas faire la concurrence des victimes. Non, la différence, si, il faut le dire. Il y a vraiment deux mesures. Il n'y a aucun intérêt aujourd'hui pour ce qui se passe dans une région où on brûle et on assassine des milliers de personnes. Il y a encore ce focus qui est fait sur la région de Judée-Samarie, de Jérusalem et de l'État d'Israël, qui pour moi reste un élément sans explication claire. Vous êtes d'accord? Il y a une exagération des faits dans le média en se focalisant sur cette région-là? Absolument, mais je crois que cette focalisation est tout à fait à notre honneur. Parce que je refuse absolument d'être comparé à ces horreurs, à cette sauvagerie qui règne maintenant en Syrie, en Irak ou dans d'autres pays arabes. Je ne veux pas du tout être comparé à eux. Parce que je crois que nous, comme Israéliens, comme Juifs, nous avons des obligations morales qui nous obligent d'abord, nous, personnellement. Je voudrais continuer un petit peu ma petite dissertation, si vous permettez. Vous savez, je crois qu'il y a trois cercles qui permettent d'éviter vraiment ces excès. Le premier, le plus interne, c'est la fibre morale de l'individu. Le second, ce sont les normes sociales, les lois ou les choses qui ne se font pas. Le troisième, c'est le fait que la société essaie d'éviter des frictions. C'est pour ça que nous essayons de vivre dans une société plus ou moins homogène, où il y a le moins de frictions possible. Dans les cas de conflit comme celui-là entre nous, les Palestiniens, le deuxième, le troisième siècle s'écroule parce qu'il y a une friction évidente. Et puis il n'y a pas de normes, parce que c'est un conflit. Parfois c'est un état de guerre, il n'y a pas de normes sociales, il n'y a pas de loi. Donc ce qu'il reste, c'est vraiment la fibre morale de l'individu. Et ça, vraiment, je crois que le défi de la société, des dirigeants de la société, c'est de ne pas trop mettre à l'épreuve cette fibre morale de l'individu. Et le fait que, vous savez, dans beaucoup de chez nous, à l'intérieur de Dr. Jekyll, il y a un Mr. Hyde. Et ça, il ne faut pas provoquer le Mr. Hyde. Alors comment est-ce qu'on fait ça concrètement? Alors d'abord, évidemment, je blâme ces soldats. J'étais, moi, lieutenant-colonel à l'armée, j'étais médecin, et à maintes occasions, j'ai eu le privilège de traiter des ennemis blessés. Et même des terroristes blessés. Je crois que c'est notre devoir. Et c'est ça le vrai code moral de l'armée de défense d'Israël. Qu'une fois, quand il n'y a pas vraiment... quand le feu s'est arrêté, il est notre devoir de traiter de la façon la plus humaine possible, même les adversaires, même les ennemis. C'est le code moral, ici, qui est absolument enfreint d'une façon flagrante. Oui, mais... Je ne crois pas qu'il y ait vraiment... Il y a peut-être une provocation, mais quand même, voilà, 7 soldats qui tabassent ce l'enquête a tranché, ils ont été reconnus coupables. Ils ont été reconnus coupables, mais il y a eu quand même justification du chef de la brigade que l'homme devait être arrêté. Non, encore une fois, on doit aussi être très prudent avec Tsahal. On n'a pas deux Tsahal, on n'a pas deux armées ici. Et ces gens-là qui font leur service militaire dans des conditions très difficiles sont les seuls qui aujourd'hui assurent la sécurité de tous les Israéliens, qu'ils soient juifs, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient arabes. Et si maintenant Tsahal
n'osera plus ou n'ose plus ou ne sait plus comment faire pour arrêter des gens qui peuvent être des gens dangereux, voire des terroristes, il y a également un risque. Donc il faut être à la fois, comme je suis d'accord avec vous, il faut absolument garder une éthique d'une armée, d'un État démocratique et juif, mais il faut également être très prudent quant au traitement de ces jeunes soldats, qui sont des jeunes soldats. Ce pas des soldats de carrière qui sont appelés par l'État d'Israël à servir le pays pendant 3 ans dans des conditions très difficiles, et juger des hommes qui ont 18 ans ou 19 ans face à des situations presque, je dirais, impossibles à gérer dans le quotidien. Ils viennent du lycée, ils viennent de familles de Tel Aviv, de Jérusalem, ils quittent tout d'un coup leur environnement classique de jeunes qui peut être comme un jeune en France, en Amérique, et tout d'un coup font face à des gens qui crient Allahu Akbar, mort à Israël et mort aux Juifs. Et là, il faut savoir comment traiter un tel sujet. Soyons également, je dirais, conscients de la difficulté. Soyons évidemment conscients que nous devons tout faire pour améliorer le traitement face au terrorisme, mais nous ne pouvons pas juger nos enfants, nos fils, et nous devons garder Tsahal fort et vigilant, même si parfois il y a des attitudes qui sont répréhensibles. Alors justement, restez avec nous, on va en parler de cette attitude de Tsahal, de l'armée israélienne, mais cette fois, lors de la dernière guerre de Gaza, on a quelques jours de la publication du rapport de l'ONU sur cette guerre. Et bien aujourd'hui, une enquête gouvernementale israélienne a livré ses conclusions concernant le comportement des soldats israéliens durant l'été dernier, et elle affirme qu'aucun civil n'a été visé. On fait le point avec Léa Volbert. L'armée israélienne a respecté le droit international des conflits armés pendant l'opération Bordure Protectrice en juillet et août 2014. C'est la conclusion qui découle d'un rapport gouvernemental israélien rendu public ce dimanche. L'opération Bordure Protectrice était, selon ce rapport, une guerre légitime et nécessaire pour défendre les citoyens et le territoire israélien. Le document fait état d'attaques contre des cibles militaires relevant des opérations de groupes terroristes. Quant au nombre de civils tués, il s'agirait d'effets indirects malheureux mais légaux d'actions militaires dans des zones abritant des civils et leurs alentours. Quiconque désire connaître la vérité, qu'il lise ce rapport, qu'il lise aussi le rapport de nos généraux. Quiconque veut continuer à blâmer Israël sans argument, qu'il perde son temps à lire le rapport de la commission de l'ONU. De notre côté, nous continuerons à protéger nos soldats et nos soldats continueront à nous protéger. Le comité en charge de rédiger le rapport est composé de 11 anciens chefs d'état-major, des hauts gradés, ainsi que des dirigeants américains, allemands, britanniques, hollandais, espagnols, italiens, australiens et colombiens. Tous se sont rendus en Israël du 18 au 22 mai 2015 pour enquêter sur le dernier conflit israélo-palestinien. Le groupe a notamment rencontré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et plusieurs hauts gradés de l'armée israélienne. L'autorité palestinienne s'est empressée de rejeter ce rapport, dénonçant un document qui nie la réalité et qui est la suite logique de ce qu'Israël a fait dans la bande de Gaza. Dans ce rapport israélien, la force occupante essaie de s'auto-blanchir des crimes de guerre commis dans la bande de Gaza. C'est une tentative de contrôler l'opinion internationale et de prendre de vitesse le rapport du Conseil international des droits de l'homme. Ce rapport israélien n'a aucune valeur car la responsabilité d'Israël est évidente. Les crimes de guerre se sont déroulés à Gaza et ils ont été retransmis en direct à la télévision. Israéliens et Palestiniens s'accusent mutuellement de crimes de guerre. En janvier dernier, l'autorité palestinienne a saisi la Cour pénale internationale qui a peu après annoncé l'ouverture d'un examen préliminaire du conflit. La commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme de l'ONU devrait remettre ses conclusions dans les prochains jours. Rafi Valden, il y a ce rapport que l'on vient de voir qui approuve l'attitude de Tsahal, celui qui va être publié par l'ONU dans les prochains jours, qui va sans doute l'accabler. Ces rapports, contre-rapports, à quoi ça rime finalement ? Écoutez, je me considère un fervent patriote israélien, mais je ne suis pas du tout d'accord avec les résultats de ce comité d'enquête, qui est un comité israélien. Mon organisation de Médecins pour le droit de l'homme a envoyé un comité d'enquête sur Gaza pendant les événements, et tout de suite à la suite des événements, et les données que nous avons sont très différentes. On ne peut pas nier le fait qu'il y ait plus de 2000 morts à Gaza, entre quelques 500 enfants,
que beaucoup d'objectifs civils ont été touchés. Je connais très bien le fait que ces civils, il y avait ce bouclier humain dans lequel le Hamas s'est servi d'une façon aussi inhumaine que possible. Mais je crois qu'il y a eu beaucoup d'excès. Je crois qu'on aurait pu faire beaucoup plus pour éviter des victimes civiles. Et ce qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pratiquement pas été fait, c'est de permettre, surtout c'était un sujet que j'ai suivi de très près pendant l'opération de Gaza, on a fait très peu ou presque rien pour permettre l'évacuation des blessés. Vous savez, il y a des blessés qui sont morts sur place, exsanguinés, parce qu'ils n'ont pas permis l'évacuation. Et il y a beaucoup plus qui aurait dû être fait sur ce sujet. Israël qui n'a pas fait assez pour protéger les civils, selon M. Walden. Vous êtes d'accord, Olivier Rafovitch? Mais non, je ne suis pas d'accord. D'abord, ce que vous dites, c'est terrible. Parce que les blessés, on avait préparé un hôpital de campagne à la porte, enfin à l'entrée de Erez. Le Hamas a empêché l'évacuation des blessés. Encore une fois, il y a eu des blessés et des morts civiles parce que tout le contexte de ce conflit fait que des civils vont être touchés. Le Hamas vise des civils israéliens. D'ailleurs, c'est très dommage qu'on ne montre pas des photos d'Israël et qu'on montre seulement en background des photos de Gaza, alors que le conflit était entre Gaza et Israël. Ce n'est pas la guerre de Gaza qui a eu lieu l'été dernier, c'était la guerre d'Israël et Gaza. Il y a eu des blessés et des morts du côté israélien, il y a eu des morts du côté de la bande de Gaza. C'est une guerre où il y a deux côtés. Maintenant, le monde voudrait qu'il y ait plus de morts du côté israélien. Le monde serait même heureux qu'il y ait des milliers de morts israéliens et quelques morts palestiniens pour qu'on ne parle plus de cette asymétrie. Mais l'asymétrie, elle est ici built-in, elle est le résultante d'une situation où le Hamas, soutenu par l'Iran, soutenu par d'autres nations arabes, comme le Qatar par exemple, ont lancé une guerre contre l'État d'Israël, contre les Israéliens, M. Walden. Ils n'ont pas, eux, visé des objectifs militaires, ils n'ont pas voulu simplement attaquer Israël contre Tsahal. Des milliers d'Israéliens ont été psychologiquement touchés. Il y a eu des gens qui ont peur, des gens qui ont été tués, qui ont été... et je ne parle pas d'ailleurs auparavant de ces 3 Israéliens jeunes qui ont été assassinés dans la région de Hebron. Les guerres ont des débuts, elles ont un cours, elles ont également une fin. Voir maintenant le résultat, c'est comme si on faisait totalement abstraction de l'histoire. L'histoire, M. Walden, elle ne commence pas à la fin des événements. Elle commence au début des événements. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de blessés, de morts civiles. Mais c'était le but du Hamas. Et le Hamas, comme les talibans, comme l'État islamique, comme toutes ces organisations terroristes islamistes, ont un intérêt premier, majeur, militaire et stratégique à ce qu'il y ait chez eux des civils morts le plus possible, parce qu'ils connaissent parfaitement les lois des démocraties, de la presse internationale, et ils vont ensuite les utiliser contre les gens qui leur font la guerre. C'est le cas actuellement de la coalition américaine contre l'État islamique. M. Obama a très peur d'être accusé de dommages collatéraux en Irak ou en Syrie, donc il hésite à frapper. Et entre-temps, ISIS, l'État islamique, avance. C'est le cas également de cette même coalition de l'Arabie Saoudite contre le Yémen avec les Houthis là-bas qui font aussi des massacres terribles. Le monde aujourd'hui occidental fait face à une situation de guerre contre l'islamisme intégriste qui nous pose des problèmes. Eux nous attaquent avec un islamisme extrêmement virulent et extrêmement sophistiqué. Nous ne pourrons pas continuer, malheureusement, je dis bien malheureusement, à mener des guerres avec une éthique qui n'est plus adaptée à ce genre de conflit. Parce que si nous continuons, nous, à penser qu'il faut à chaque fois... Ça veut dire quoi, qu'il faudrait réviser la loi internationale, Rafi Walden ? Non, je ne crois pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous que le Hamas est les premiers à être blâmés pour des crimes de guerre, absolument. Mais nous ne devons pas être entraînés pour commettre nous aussi des crimes de guerre. Le fait qu'il y ait eu des milliers, 2000 tués du côté de Gaza, et entre, comme je l'ai dit tout à l'heure, 500 enfants, 75% des tués du côté de Gaza étaient des civils qui n'étaient pas du tout impliqués dans le conflit. Mais qui est responsable, M. Walden? D'après vous, qui est responsable? Qui peut trancher sur cette question aujourd'hui? Il y a une question de proportion. Même pour la réponse, même dans un conflit, il y a une proportion. Je crois que les proportions n'ont pas été gardées, je dis ça avec grand regret, n'ont pas été gardées dans beaucoup des opérations de Gaza. Il n'y a aucune loi de guerre, il faut savoir, aucune loi ni précédent juridique qui parle de symétrie dans la guerre. Vous savez que c'est pas parce qu'on est bombardé par 20 bombes qu'on doit répondre avec 20 bombes. Cette idée de symétrie est tout à fait ici hors propos. Il faudrait en fait qu'il y ait autant de morts du côté israélien que du côté palestinien pour qu'il y ait du côté de la communauté internationale une acceptation de ce conflit. Or, Israël est un seul pays ici face à des dangers multiples. Pensez-vous que nous pouvons continuer à exactement répondre, œil pour œil et dent pour dent ?
Non, c'est pas possible. Israël est très fort. Nous avons une armée très forte. Je crois que nous avons été poussés à un extrême d'asymétrie. C'est ça que je blâme. Voilà, en tout cas, cette attitude des soldats israéliens est passée au crible. Plusieurs rapports publiés cette semaine. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce débat. On va passer tout de suite à l'actualité. En France, où le calendrier se précise pour le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, le processus sera engagé dès 2016 pour être pleinement appliqué en 2018. Un projet qui avait été maintes fois envisagé par le passé, mais qui n'a jamais vu le jour. Alors quels avantages, quels inconvénients, c'est ce qu'on va voir dans un instant avec notre invité. Juste après ce sujet, il est signalé à Volbert. Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu devrait être pleinement appliqué d'ici 2018. François Hollande l'a confirmé ce dimanche dans une interview accordée au quotidien Sud-Ouest. Il s'agit pour lui d'une réforme attendue par les Français et souhaitable pour l'État. La réforme devrait être engagée dès 2016. Objectif, faciliter la vie des entreprises et des contribuables. Cette réforme doit être bien menée pour être bien mise en œuvre, étape par étape. Et ça ne peut pas se faire en moins de 3 ans. Sur le principe, toute la gauche semble s'accorder, mais sur le calendrier, quelques voix dissonnent, à commencer par celle du député PS Dominique Lefebvre, vice-président de la commission des finances. L'élu du Val d'Oise juge tout simplement impossible de commencer à mettre en œuvre cette réforme avant 2018. Le temps de se mettre d'accord, il faudrait démarrer en 2018 avec une mise en place s'étalant ensuite sur 3 ou 4 ans. Le faire avant serait hasardeux politiquement. Pour autant, Dominique Lefebvre juge urgent de retranscrire dans les textes législatifs le principe du prélèvement à la source et de dénoncer une situation anachronique. La France est, avec la Suisse et Singapour, l'un des seuls pays de l'OCDE à ne pas avoir mis en place ce système. Une mesure de simplification et de modernisation, donc, qui s'accompagne néanmoins de plusieurs questions techniques et juridiques. Qui sera en charge du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu ? Les tiers payeurs seront-ils les entreprises ou les banques? Quid de l'année de transition entre les deux systèmes? Dominique Lefebvre confirme qu'il est bien entendu exclu de prélever 2 fois la même année l'impôt sur le revenu. Il ajoute qu'à l'inverse, l'État ne peut pas se priver d'une ressource de 70 milliards d'euros. François Hollande promet quant à lui un projet qui garantira que nul ne perde quoi que ce soit, ni les Français, ni l'État. Et on en parle avec vous, maître Emmanuel Charbit, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat, vous connaissez bien ce dossier sur la fiscalité. Alors cette réforme, elle a déjà été mise en place en Israël il y a longtemps. Est-ce qu'elle a fait ses preuves ? Alors oui, elle a fait ses preuves puisqu'elle permet à tous les salariés de pouvoir chaque mois avoir une retenue sur leur salaire qui sont les impôts, les charges sociales, etc. etc. Dans le problème français, dans la question française, c'est comme le disait dans votre reportage, la question est de savoir qui va être compris, les salariés, mais quid des artisans, des indépendants, des professions libérales, quid des revenus par exemple sur les biens immobiliers, les loyers par exemple, et évidemment comment ils vont réussir à la mettre en place. Pourquoi ? Puisqu'en France on paye sur l'année précédente, ça voudrait dire que si ils mettaient en place la réforme, disons en 2016, les contribuables de 2016 devraient payer pour 2015 et également pour 2016 en temps réel. Voilà, donc il va y avoir l'année de transition qui va être compliquée, difficile, mise en œuvre. Du côté des avantages, il y a un avantage psychologique évident pour le salarié ? Pour le salarié, il a en tout cas l'impression que c'est moins douloureux. C'est moins douloureux parce que tous les mois, il n'a plus besoin lui-même de faire de régler sa fiche d'impôt. Immédiatement, automatiquement, la société, son employeur lui retient à la source donc cet impôt. La question qui se pose aussi, qui n'était peut-être pas évoquée précédemment, c'est de savoir, c'est qu'en France, on utilise la méthode du quotient familial. C'est-à-dire qu'on n'est pas seul à payer l'impôt, c'est le ménage qui paye l'impôt. Le mari, la femme, s'ils ont des enfants, ils payent moins d'impôts. Alors qu'en Israël, justement, chaque personne paye l'impôt en fonction de son statut. Et donc, évidemment, ça peut créer des dissonances, des discordances entre ce qu'ils étaient amenés à payer précédemment avec un système qui ne prenait pas à la source les impôts. Merci beaucoup pour cette analyse, maître Emmanuel Charbit. Et puis, dans le reste de l'actualité, Omar El-Béchir continue de défier la communauté internationale. Le président soudanais a participé aujourd'hui au sommet de l'Union africaine à Johannesburg, alors qu'il est poursuivi pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Un tribunal de Pretoria enjoint les autorités à ne pas le laisser quitter le pays tant que la justice n'aura pas statué sur la demande d'arrestation formulée par la Cour pénale internationale. On fait le point en images. La chute du président soudanais est-elle proche ?
Omar El-Béchir, 71 ans, est un militaire de carrière. Issu d'un milieu modeste, il est arrivé au pouvoir grâce à un coup d'État, mais également grâce à ses amitiés avec les islamistes. Le Soudan est visé depuis 1997 par des sanctions économiques, en raison de violations des droits de l'homme, mais aussi de ses liens avec Al-Qaïda. Omar El-Béchir a accueilli Oussama Ben Laden sur son territoire jusqu'en 1996. Dissolution des partis politiques et des syndicats et instauration de la charia. Les mesures mises en place par le général Béchir ont aggravé les tensions entre le nord musulman et le sud peuplé de chrétiens et d'animistes, précipitant le pays dans une guerre civile meurtrière. Selon l'ONU, le conflit qui a éclaté au Darfour en 2003 aurait fait plus de 300 000 morts. Entre 2009 et 2010, la Cour pénale internationale a émis 2 mandats contre le président soudanais. Un premier pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité et un second pour génocide. Cela n'a pas empêché le chef d'État au pouvoir depuis 26 ans d'être réélu en avril dernier avec un score stalinien, 94,5% des voix. Pour échapper à son arrestation, Omar El-Béchir avait limité ses déplacements, privilégiant les pays qui n'ont pas rejoint la Cour pénale internationale. Reste à savoir si l'Afrique du Sud, qui en est un État membre, exécutera son mandat. Et nous sommes en ligne avec Louis Kemayou, président du Club de l'information africaine. Bonsoir. Bonsoir. Alors une question, Omar El-Béchir va-t-il, oui ou non, rentrer chez lui à l'issue de ce sommet ? Apparemment, c'est ce qu'assure son administration. Rien n'est moins sûr. Ce qui est certain, c'est qu'à sa prise de fonction, l'actuel président de la Commission de l'Union africaine avait déclaré qu'on ne devait pas extrader le président Omar al-Béchir parce qu'il fait partie de la solution du problème au Darfour et au Soudan de façon plus générale. Et donc que c'était précipité que de l'envoyer à la Cour pénale. L'Afrique du Sud s'est prononcée, y compris juste avant ce sommet de l'Union africaine, pour dire sa non-coopération avec la Cour pénale sur ce sujet. Et on se souvient qu'il s'était tenu un sommet de l'Union africaine au cours duquel les dirigeants africains devaient s'entendre pour qu'il n'y ait plus d'extradition de présidents en exercice vers la Cour pénale internationale. Donc, dans ce contexte-là... Merci beaucoup, Louis Kemayou. Pardonnez-moi, on doit rendre l'antenne dans un instant. Le journal vous est présenté par Elsa Mimoun. De retour sur le plateau du Grand Direct, bienvenue si vous nous rejoignez après 7 mois de silence. Le contact avec l'atterrisseur Philae a été rétabli. Philae qui s'était posé, je vous le rappelle, sur la comète Chury le 12 novembre dernier et s'était retrouvé coincé dans un éboulement et s'était endormi faute de batterie. Eh bien, les scientifiques de la mission Rosetta disent avoir capté un court signal du robot. C'était hier soir. On va en parler tout de suite avec Richard Bonneville, ancien chercheur au CNES, le Centre national d'études spatiales. Bonsoir. Bonsoir. Alors comment expliquer que tout à coup, Philae se réveille alors qu'il était coincé entre des falaises sans énergie solaire? Alors en fait, depuis plusieurs semaines, on espérait que Philae allait se réveiller puisque la comète se rapprochant du Soleil, les batteries de Philae pouvaient se recharger. Bon, jusqu'à présent, on n'avait eu aucun signal malgré plusieurs tentatives de communication. Et puis là, merveille, miracle, hier soir vers 22h30, le contact a eu lieu. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'en fait, il semble bien que Philae était réveillé depuis quelque temps, si on en juge par le contenu de sa mémoire, mais on n'avait pas réussi à le joindre. Alors le dialogue en tout cas a été renoué. Est-ce que le robot va maintenant pouvoir se remettre au travail et continuer ses expériences sur la comète ? Tout à fait. Il a déjà envoyé hier soir donc à peu près 300 paquets de données. Il en a 8000 en attente dans sa mémoire. Et on espère que maintenant, il va régulièrement s'alimenter en énergie solaire et envoyer aussi longtemps que possible des flux de données vers Rosetta puis vers la Terre. Alors justement, rappelons l'objectif de ces flux de données. Quel est l'objectif de cette mission Rosetta ? Alors Rosetta avait pour but de mieux comprendre ce qu'est une comète. Bon, on dit toujours une comète, c'est une boule de neige sale. En fait, ce sont les premiers objets primitifs du système solaire. C'est un mélange de glace et de poussière. Et donc, c'est la première fois qu'on allait sur place voir une comète, sonder son environnement, sonder son sol, et puis la suivre pendant tout son voyage autour du Soleil, puisque Rosetta
va suivre la comète jusqu'à son périhélie, le point le plus proche du Soleil. Ça sera vers le mois de juillet cette année, et puis la suivre encore pendant plusieurs mois jusqu'à la fin de l'année prochaine. Merci beaucoup Richard Bonneville pour cette analyse. Et des comètes à la toile, c'est le buzz internet du jour. Dans un post Facebook de vendredi soir, Asghar Boukari, cofondateur du comité des affaires publiques musulmanes au Royaume-Uni, accuse le Mossad de s'être faufilé dans sa maison pendant son sommeil et lui avoir volé l'une de ses chaussures. On en parle avec vous, Joseph Emmanuel, bonsoir. Bonsoir. Alors cette accusation a fait réagir la toile, les internautes s'en sont donnés à cœur joie. Ah oui, à cœur joie. Vos clés ne sont plus à leur place, votre vêtement fétiche n'est plus dans l'armoire. Vous êtes victime, Daniel, du Mossad, selon Asghar Boukari, un avocat très connu du barreau londonien. L'accusation est donc un vol de chaussures et c'est par Twitter qu'il réagit. Est-ce que les sionistes essaient de me faire peur? Alors très rapidement, il devient la risée tout simplement d'Internet avec un hashtag qui sort. On a volé, le Mossad a volé ma chaussure, des parodies en tout genre et un monsieur très intéressant qui s'appelle Majid Nawaz, un ancien islamiste reconverti en démocrate invétéré, qui nous montre en fait une photo de ce que pourrait être le quartier général du Mossad, avec tout un tas de chaussures récupérées à l'intérieur même des maisons de ceux qui sont visés par le Mossad. Gidon Shaviv est un ancien avocat israélien, et comme nous l'avons vu sur la photo juste avant, il pense, lui, que le vol de chaussures est une idée de Moshe Dayan, qui, pour une raison évidente, ne pouvait pas voir la seconde chaussure. Moshe Dayan, c'est un illustre représentant de la classe politique israélienne d'il y a déjà quelques années. Alors vous l'avez dit, c'est tourné en dérision, mais en tout cas, pour lui, c'est très sérieux. Il y a des raisons pour lesquelles le Mossad aurait volé sa chaussure. Oui, Daniel, la raison principale serait l'intimidation. Le vol n'aurait pas été perpétré parce qu'il manquait une chaussure à l'espion qui se serait introduit dans la maison, mais plutôt pour intimider l'avocat. Deux possibilités. Ou alors, l'avocat n'a pas acheté, vous savez, ces fameuses armoires d'une marque bien connue suédoise pour ranger ses affaires comme il le faut. Et il a mal cherché la chaussure, il ne l'a pas encore trouvée, il va bientôt la trouver, tout va s'arranger. Ou alors la chaussure a véritablement été volée, et pourquoi pas par le Mossad. Ça fonctionne si on attribue à l'agence de renseignement israélienne des pouvoirs de manipulation mentale absolument exorbitants. Alors, où est ma chaussure? Je suis rentré avec mes deux chaussures, donc ça ne peut être que le Mossad. Qui aurait pris son délire au sérieux pour étudier le bonhomme et trouver une façon de le rendre fou, lui voler une seule chaussure? Si c'est vrai, c'est un coup de génie. En tout cas, c'est toute une histoire et ce n'est pas la première fois, Joseph, que le Mossad est victime de sa réputation avec des accusations qui sont jugées pour le moins fantaisistes. Oui, alors on tombe dans le farfelu, mais c'est tout de même assez intéressant. L'Égypte, il y a quelques années, avait accusé, c'était un gouverneur en fait d'une certaine province dans le sud, dans le Sinaï, dans le désert du Sinaï, qui avait accusé le Mossad d'avoir lâché des requins dans la mer Rouge pour nuire à l'industrie touristique égyptienne. Il y avait aussi l'Arabie Saoudite, mais ce n'était pas des requins, c'était des vautours. Donc les scientifiques israéliens avaient égaré un vautour avec un petit médaillon de Tel Aviv qui était parti en Arabie Saoudite. Alors évidemment, les Saoudiens avaient pensé à l'époque que des micros étaient insérés sur les vautours. Donc l'agence de renseignement israélienne a mené à bien quelques opérations franchement très délicates en son temps. Aujourd'hui, ça semble un petit peu plus facile, mais que M. Boukari se rassure, car l'ambassadeur israélien d'Afrique du Sud confirme bien le vol, il a retrouvé la chaussure et demande à l'avocat londonien de l'appeler pour lui rendre. Nous voilà rassurés. Merci beaucoup, Joseph Emmanuel. On va pouvoir prendre la direction du centre de rétention de Cholot. Et là, c'est très sérieux, dans le désert du Negev, car c'est là que sont rassemblés les migrants d'Afrique en situation illégale. C'est un lieu plutôt terne qui parfois s'anime, vous allez voir, grâce à la musique. David Gombin et Ran Schneck y ont été pour le Culture Mag. C'est l'histoire d'une errance tragique. Par milliers des Érythréens, des Soudanais fuient la terreur, la misère et la guerre. En Libye, certains tombent dans les mailles de Daesh. En Italie, ils s'échouent sur les côtes siciliennes. Et en France, ils se voient forcés à camper sous le métro parisien. En Israël, l'arrivée des demandeurs d'asile de Soudan et d'Érythrée remonte à bien plus longtemps. Selon l'ONU, on estime à 53 000 le nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile. Mais voilà que depuis plus d'un an et demi, plusieurs milliers d'entre eux sont envoyés au centre de rétention de Cholot, en plein désert du Negev, laissés là, désemparés. Heureusement, une visite tout en musique va leur remonter un peu le moral.
Notre périple commence à Tel Aviv. Rendez-vous dans cette ruelle du sud de la ville. C'est là que nous rencontrons le Hudna Afrobeat Orchestra. Comme d'habitude, ces jeunes musiciens se retrouvent devant un bar, le Hudna, leur quartier général. Aujourd'hui, ils ont rassemblé leurs énergies positives pour la bonne cause. Soutenir les demandeurs d'asile érythréens et soudanais retenus au centre de rétention de Khoulot. Ils embarquent à bord de ce bus pour un voyage de 150 km. Direction le désert du Negev, à quelques encablures de la frontière égyptienne. Nous voici arrivés au centre de rétention, géré par les services pénitentiaires. Ce centre n'est pas une prison. Pourtant, les retenus sont libres de rentrer et sortir seulement entre 10h du matin et 10h du soir. Et la centaine d'euros mensuels alloués par le gouvernement ne leur permet pas de se rendre travailler à la ville. Résultat, ils sont abandonnés à eux-mêmes, l'ennui étant leur plus grand ennemi. L'état d'esprit est très difficile ici. Les gens sont enfermés ici pour la plupart depuis 1 an et 3 mois ou 4 mois. Comme je vous l'ai dit, ce sont des gens qui auparavant ont gagné leur vie. Certains étaient des leaders dans leur communauté. C'est pour casser cette routine que les membres du Hudna Afrobeat Orchestra ont fait la route, histoire d'égayer le quotidien en somme. Aujourd'hui, ils se produisent aux côtés d'un groupe local, les Dream Boys. Une amitié liée lors de leur précédent passage. La dernière fois que l'on s'est rendu ici, s'est forgé un lien très intéressant avec ce groupe local qui habite ici, dans ce centre, les Dream Boys. De façon très spontanée, ils se sont joints et ont chanté avec nous. Donc cette fois-ci, nous voulions leur offrir une scène un peu plus organisée pour voir ce qui se passerait. Ces jeunes Soudanais sont heureux de la visite et en profitent pour témoigner de leur quotidien difficile dans le désert, à l'image de leur soliste qui croupit à Khoulot depuis 15 mois. On vit dans le désert. Vous savez, la vie est si misérable ici. Et on ne sait pas quand il y aura des solutions. On ne sait même pas ce qui va nous arriver par la suite. La liberté, c'est tout pour moi. Freedom is everything. Les instruments de musique étant interdits dans l'enceinte du centre de rétention, le slam ou le spoken word en anglais reste le seul moyen pour se rescaper du génocide de Darfour de crier sa détresse. Je ne suis pas un politicien, je suis un musicien, je suis un chanteur. Mais j'essaie de faire passer mon message au reste du monde. Ce qui m'arrive est le genre de choses qu'ils me font vivre ici dans ce centre de rétention, ou même pourquoi suis-je là ? Il aura suffi de quelques accords pour réchauffer le cœur de ces retenus. En fait, plus que la musique, c'est la visite d'amis venus tout spécialement de Tel Aviv qui leur remonte un peu le moral. J'aime ça de voir les gens ici, des gens qui viennent car ils m'apprécient, qui viennent voir ma situation, ici me dire bonjour, comment allez-vous ? Vous me demandez quels sont mes rêves. Et ça, c'est très bon pour moi, j'aime tous les gens qui viennent me voir aujourd'hui ici. Il est déjà temps de prendre le chemin du retour et on se quitte le cœur gros en laissant ses nouveaux amis dans leur désertique routine. Mais une promesse est faite, faire venir les Dream Boys pour chanter à Tel Aviv à l'occasion d'un match retour. L'espoir est là. Puis on parle à présent de ce phénomène qui prend de l'ampleur au Japon et qui inquiète. De plus en plus d'hommes atteignent l'âge de la trentaine en étant vierges. Un quart d'entre eux selon une étude, comme nous l'explique Elsa Mourgue. Du bout de son crayon, il découvre enfin le corps d'une femme. À 41 ans, Takashi Sakai n'avait jamais été aussi près d'une japonaise en tenue d'Ève. 40 ans, toujours puceau, ce n'est pas qu'un titre de film potache, mais bien une réalité au Japon. Quand vous êtes jeune, vous avez peur d'être rejeté. Je pense que c'est vrai pour beaucoup de personnes, encore maintenant, qui prétendent n'avoir aucun intérêt dans le sexe plutôt que de risquer un échec total. D'après une étude de 2010, un quart des trentenaires japonais célibataires seraient toujours vierges, une tendance qui augmente au fil des années et que les experts expliquent en partie par 20 ans de stagnation de l'économie japonaise. Ces 2 dernières décennies, la situation des hommes japonais a été très dure et compétitive.
Une abstinence économique en quelque sorte, alors qu'en parallèle, les mariages arrangés disparaissent de la société japonaise et avec eux, un dépucelage assuré. Les images à connotation sexuelle sont partout au Japon. Pourtant, le sexe n'est pas pris au sérieux pour les créateurs de cette Virgin Academy, où ces hommes vierges se familiarisent avec la nudité. Dans le Japon d'aujourd'hui, il n'y a aucun endroit pour apprendre le sexe. Même construire une relation romantique ou se marier. Ce ne sont probablement pas les Japonaises qui feront le premier pas. Comme les hommes, un quart des célibataires étaient toujours vierges à 30 ans, selon l'étude de 2010. C'est tout de même mieux qu'en 1992, où près d'1 sur 2 n'avait pas encore connu les joies de l'amour. Et on continue à parler de la nuit, qui est peut-être le meilleur moment pour philosopher. On peut le penser en tout cas. C'est le sens de cette manifestation, les Nuits de la philosophie, organisée en Israël et qui rassemble de plus en plus d'adeptes des pensées nocturnes. On voit ça avec David Gombin. Liban, Syrie, Irak, Al-Qaïda, le Moyen-Orient est plus instable que jamais et en proie à la violence aussi. Alors la violence est-elle inévitable pour parvenir à la paix? Et la paix elle-même est-elle une absence de violence? Nous nous trouvons à la première nuit de la philosophie de Tel Aviv, où nous allons pouvoir poser la question à nombre de personnalités et de philosophes. C'est une curieuse scène qui se déroule sur cette esplanade flambant neuf. Un cercle se forme, les non-hébraïsants se procurent des oreillettes pour la traduction. 3 fauteuils rouges, 3 intellectuels. L'écrivain Aleph Bet Yehoshua, l'historien Eli Barnavi et le politologue Denis Sherbit. Au programme, comment penser la violence? Évidemment, les 3 n'étaient pas d'accord, mais ils sont restés calmes. Dire que la violence est nécessaire pour aboutir à la paix, ça je ne crois pas. Ce sont même la paix et la violence, ce sont des contraires. C'est un oxymore. La nuit est maintenant tombée sur la file blanche. Nous nous dirigeons vers le centre Suzanne Dalal. D'ordinaire épicentre de la danse contemporaine israélienne, ce ne sont plus les pointes que l'on étire, mais bien les neurones. Gérard Bensoussan, professeur de philosophie à l'université de Strasbourg, grand spécialiste devant l'éternel des temps messianiques, y anime une petite causerie. Mais quand le Messie arrivera, il n'y aura plus de violence, n'est-ce pas ? La venue du Messie est décrite dans les textes de la tradition juive, elle est décrite comme instaurant un cycle de violence. En attendant, un autre débat a commencé. Parmi les participants, l'historien Zeev Sternel. Souvent décrié, critiqué, ce vétéran est l'un des fondateurs du mouvement La Paix Maintenant. Bref, la paix, ça le connaît. La paix vient remplacer l'état de violence. L'état de violence est tout à fait le contraire de ce que l'on a besoin pour faire la paix. Quittons le centre Suzanne Dalal en direction de l'Institut français. C'est l'influence des grands jours. On est loin de l'apathie habituelle des classes de philo au lycée. Omri Bohem est venu parler violence et liberté d'expression. Ce philosophe est proche du BDS, ce mouvement qui appelle au boycott culturel d'Israël. Mais ce bâillonnement de la culture, n'est-ce pas un acte violent en soi ? Je pense que le boycott est une forme de violence, mais je pense que toutes les violences ne sont pas légitimes. Il y a des types de violences, même physiques, qui sont légitimes. La soirée se prolonge, l'alcool aidant, les esprits s'échauffent. Heureusement, la philo apaise les mœurs. Rendez-vous au Rothschild 12 au lieu de la nuit télévivienne. Ce soir, c'est un DJ peu commun qui s'attelle aux platines. Ariel Wiesman, bien connu des téléspectateurs français, est en ville pour un biathlon musico-philosophique. Voilà qui pousse la réflexion sur la fatigue, ce qui est de circonstance. Au fait, on n'est pas fatigué de la violence ? Aujourd'hui, la barbarie, c'est le retour à un état, d'ailleurs on le dit souvent, un état qui est plutôt un état moyenâgeux, qui est plutôt un état... en tout cas d'un Moyen-Âge de l'esprit. La philo de nuit, c'est sympa. Le problème, c'est qu'une fois le matin venu, on ne se souvient pas toujours de tout. Le philosophe David Hume n'était d'ailleurs pas sûr que le soleil se lèverait bien demain. Nous en sommes témoins. À Tel Aviv, une nouvelle journée a bien commencé. Et c'est la fin de ce grand direct. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouvez Elsa Mimoun pour un tour de l'actu internationale en 10 minutes. Passez une très belle soirée sur notre antenne.